bonjour à toutes et à tous. On est ravis avec Jean-Christophe de pouvoir vous présenter 52 Entertainment. C'est une entreprise du e-gaming. On est présent dans beaucoup de pays à travers le monde. On a une forte présence avec une dizaine de jeux en ligne. On est porté leader sur beaucoup de jeux de cartes, notamment le Bridge, avec 2 jeux Bridge Base Online et Funbridge, qui sont leaders sur le marché États-Unis et l'Amérique plus globalement, et Funbridge historiquement plutôt France et Europe. Mais depuis la fusion de ces 2 jeux et la création de 52 Entertainment, on est devenu, on va dire, leader sur ce jeu de bridge. Et plus récemment, avec une acquisition de e-sailing, Virtual Regatta, leader aussi sur son secteur. Alors, vous le voyez peut-être, on est sur des jeux de passionnés, des jeux qui se jouent à la fois dans le monde physique, mais aussi dans le monde virtuel. On a une vingtaine d'années d'expérience et on comptabilise plus d'1 milliard de parties jouées par an. Alors, petite présentation, moi c'est Daniel, ça fait 4 ans que je travaille chez 52 Entertainment. J'ai un background plutôt tech dans le développement d'applications et Jean-Christophe nous a rejoint il y a plus d'1 an maintenant avec un background plutôt data et marketing. Et j'en profite pour dire bonjour à tout le monde et remercier Daveo pour l'invitation pour le webinaire. Et du coup, je commence par la fin pour vous donner un petit aperçu de notre moderne data stack. Évidemment, on va rentrer un petit peu dans le détail de chacune de ces parties, mais ça vous permet déjà, d'ores et déjà, de voir un peu à quoi ça peut ressembler. Et quelques métriques que je trouve assez intéressantes pour prendre un peu connaissance de l'ampleur de notre architecture. On traite 60 gigas de données par mois. Enfin, on ingère plutôt 60 gigas de données, donc ça représente entre 300 et 400 millions de lignes par mois. On analyse du coup 6 milliards de lignes par mois et ça représente 400 terabits par mois de données processées. Donc, comme je dis, on va entrer dans le détail partie par secteur. Mais là, une petite représentation du retour d'expérience, on va dire, sur la mise en place progressivement de notre moderne data stack. Alors, comme je disais, 52 Entertainment, c'est vraiment la fusion historique de Bridge Base Online et Funbridge, fin 2018, début 2019. Et à ce stade-là, on avait un data analyst sur Funbridge et un data analyst sur Bridge Base Online qui est arrivé juste après la fusion. Côté BBO, on n'avait pas de dashboard, on n'avait pas moyen en fait de rendre compte à la direction, aux équipes marketing et aux producteurs de jeux de l'état réel de la santé du jeu. Et donc, c'était un peu plus difficile de piloter l'activité. Côté Funbridge, on avait déjà à cette époque des dashboards et des KPI de base qui remontaient. Et en fait, c'est à partir de ce constat de vouloir unifier un peu ces dashboards, avoir des dashboards de base qu'est né le projet. Donc, ce constat et ce premier audit a été réalisé à la mi-2020. C'est vers quelques mois plus tard que je suis arrivé sur ce projet et Jean-Christophe a rejoint en mars 2021 avec l'acquisition de Exoty. Donc, on est passé du bridge à la belote et le tarot. Enfin, on a rajouté la belote et le tarot avec l'acquisition d'Exoty. On a fait d'autres acquisitions, mais je vous mets juste 2-3 ici parce que c'est ceux qui concernent aujourd'hui notre data stack. Et du coup, un peu plus tard, en septembre 2021, l'acquisition de Virtual Regatta. Juste avant ça, du coup, l'équipe a grossi un peu avec un data engineer. Je reviendrai dessus. Mais en gros, vous pouvez voir qu'il nous a fallu 1 an pour arriver à notre proof of concept, notre POC, la première version de la data stack. Et 8 mois plus tard, la version V2, sur laquelle on est plutôt fiers. Alors, pourquoi on a voulu faire ce projet? Donc, je l'ai un petit peu évoqué, mais il y avait cette volonté d'avoir des KPI,
de base. Et on avait à l'époque, dans l'équipe de développeurs de BBO, on n'en avait pas beaucoup de développeurs, et surtout ces développeurs étaient dédiés exclusivement au développement et au maintien de l'application Bridgebase Online. Donc, on se retrouvait avec un manque d'effectifs. On voulait créer une plateforme générique qui marchait à la fois pour FunBridge et pour BBO, et sachant qu'on a une stratégie plutôt de croissance externe via l'acquisition de nouveaux jeux, on voulait quelque chose qui pourrait scaler au sens de pouvoir facilement rajouter de nouveaux jeux, de nouvelles entreprises dans ce pipeline de données pour pour visualiser cette donnée facilement. Et le résultat, il est plutôt très satisfaisant. On arrive aujourd'hui avec une équipe de 4 data analysts, un data engineer, une plateforme qu'on juge générique et scalable, et qui nous sort assez rapidement les KPI de base pour tout nouveau jeu qui viendrait rejoindre l'expérience 52 Entertainment. Alors forcément, ça n'a pas été tout rose, tout simple. Je vais vous lister juste quelques écueils qu'on a eu, qui vous permettraient peut-être de ne pas faire les mêmes. Essentiellement, c'est des erreurs un peu classiques de vouloir réinventer la roue, mais il faut s'imaginer, par exemple, sur Bridgebase Online, un jeu de plus de 20 ans et qui, du coup, forcément a une certaine dette technique. Dans le schéma de la data stack V1, que je vais vous présenter un peu plus tard, je vous le fais rapidement ici. On utilise toujours d'ailleurs Google Cloud Platform avec certains services. Alors, le service d'entrée, c'est Google PubSub, qui permet de faire l'interface entre l'application et ensuite, via Google Dataflow, le streaming de données vers Google BigQuery, qui est notre data lake, notre espace de stockage des données. Eh bien, il faut pouvoir utiliser Google PubSub, envoyer des événements. Donc, les events, on peut les imaginer comme des objets JSON. Mais on n'avait pas cette capacité à l'époque sur Bridgebase Online d'envoyer des événements JSON assez simplement. Donc, on a créé en fait une application tierce, un ETL finalement, qu'on a appelé Eventastic, qui écoute le binlog d'un réplica MySQL de Bridgebase Online pour capter les changements en base de données et les traduire en événements et les envoyer à Google PubSub pour que ça rentre dans le pipeline que je viens de décrire. Alors, donc ça marche, il n'y a pas de souci, sauf qu'il existe des outils, et notamment Airbyte, qu'on utilise désormais, qui facilite cette approche et qui est générique pour d'autres cas d'usage que juste celui de BBO qui utilise un MySQL. La transformation des données, c'est une partie importante. Pour Bridgebase Online, elle se faisait au niveau de BigQuery directement via des scheduled queries, des requêtes programmées. Donc, ça a ses limites. DBT est un outil qu'on vous présentera après qui fait beaucoup mieux le travail. On a un API très intéressant, je pense, au-delà du gaming, mais en tout cas dans le gaming, qui est le calcul de le temps de session d'un joueur. On n'avait pas forcément toutes les données nécessaires pour le calculer côté Bridgebase Online. On a voulu le faire avec des serveurs Mercure, avec, si vous connaissez les serveurs Sent-Events. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail de cette partie technique, mais il existe pareil des outils comme Snowplow qui font ce travail très bien. Côté FunBridge, on a rencontré un peu moins de soucis puisque l'équipe de développeurs était plus fournie. Mais côté transformation, vous le verrez, on utilisait Looker, qui est un très bon outil par ailleurs, très complet. Mais on faisait beaucoup de transformations directement dans Looker. Et ça a ses limites. Vous le verrez, on a préféré aussi DBT par la suite. Je laisse la main du coup à Jean-Christophe, si tu veux bien. Oui, merci Daniel pour cette introduction, ce rapide panorama de la stack actuelle et des gros challenges qu'on a pu rencontrer en l'implémentant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a décidé de prendre un peu de recul et de remettre en contexte l'évolution récente du monde Big Data, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de la moderne data stack et pourquoi c'est un sujet qui est assez d'actualité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les 20 dernières années, on a eu une très forte évolution des contraintes et donc des solutions qu'on a pu apporter au niveau stockage de données
dans l'objectif d'utiliser cette donnée pour faire des analyses et apporter des réponses ou des visualisations sur de la donnée. Ces évolutions, elles sont passées par déjà un changement de paradigme sur le stockage. Je le stockais par ligne, chaque information, on la stocke par colonne. Et ce stockage est venu en parallèle de la mise en place d'algorithmes qui permettaient de paralléliser les requêtes sur ces données-là. Donc là, avec par exemple Hadoop. Donc en cumulant ces deux choses-là, on arrive petit à petit à des solutions qui sont de plus en plus matures et qui permettent, à l'heure actuelle, de stocker via des solutions très simples en ligne d'énormes quantités de données, des terabits de données, et malgré tout de pouvoir lancer des requêtes sur ces gros ensembles qui renvoient une information en quelques secondes ou quelques minutes. Alors que précédemment, on devait attendre plusieurs heures ou jours avant d'avoir une réponse. Donc grâce à cette accélération à la fois de la vitesse et de la quantité d'informations disponibles, on a eu aussi la création de nouveaux usages, de nouveaux besoins métiers qui ont donné naissance à leur tour à des produits, à des services. Donc là, on voit une petite timeline approximative sur les outils qui ont pu apparaître au fur et à mesure dans le temps, avec en tout premier lieu des outils de visualisation, de business intelligence, et puis à mesure qu'on avançait sur des solutions un peu plus d'infrastructure pour streamer les données, des solutions pour le data science avec les plateformes de machine learning, tout un tas de briques qui se sont ajoutées avec le temps et qui ont permis d'arriver dans un écosystème qui à présent est très complexe et très diffus. Et si vous commencez à partir de zéro aujourd'hui et que vous voulez rentrer dans le monde moderne data stack, les choix vont être assez difficiles si vous regardez ça pour la première fois. Donc là, j'ai pris 2 landscapes au hasard sur Internet. Vous en trouvez des douzaines et des dizaines différents. L'essentiel du message ici, c'est de dire que maintenant, on a quasiment un outil pour presque chaque fonctionnalité de votre pipeline data, que ce soit du début à l'ingestion ou à la fin sur le traitement, l'affichage des données ou l'utilisation à l'extérieur. Et que pour commencer, l'idée, et ça va être le fil conducteur de la présentation, ça va être de se restreindre à un ensemble de blocs de base et d'avancer progressivement en installant certaines de ces briques-là et pas de se concentrer, plutôt de perdre un peu pied, de partir dans toutes les directions. Donc là, je vais rester quelques instants sur cette visualisation-là qui vient du blog de l'outil Snowplow dont Daniel a parlé un peu plus tôt tout à l'heure. C'est une visualisation qui nous plaît bien puisqu'elle correspond à peu près à notre niveau de maturité. C'est-à-dire qu'on a à peu près placé une pièce dans chacune des cases de ce diagramme-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au centre, vous avez le stockage. Et puis après, vous avez les opérations d'ingestion de la donnée, transformation, d'affichage. Et dans les slides qui vont venir, je vais vous préciser un petit peu, enfin, on va vous montrer un petit peu comment on a pris les choses, par quelle brique on a commencé notre implémentation. Alors, juste pour remettre en contexte, on avait préparé une magnifique slide avec une guitare et un design prêt pour le Rock and Cloud, et c'est pas passé. Donc, malheureusement pour vous, vous n'avez pas cette super visualisation de transition. Donc, on passe à la suite. Donc, pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, voilà la façon dont on a procédé chez 52 Entertainment. On a commencé par 4 briques de base. Les 4 briques de base, leur objectif, ça a été de se dire on veut pouvoir faire le traitement de la chaîne de bout en bout, que ce soit récupérer de l'information depuis nos bases sources, jusqu'à l'afficher dans des dashboards, dans des tableaux, pour les différentes parties prenantes. Par exemple, les équipes produits, les équipes marketing ou la direction. Et pour arriver entre l'information native jusqu'à nos dashboards, on avait besoin de 4 briques, que sont une solution d'ingestion de la donnée, une solution de stockage, une étape de transformation qui va permettre de prendre la donnée brute et de la transformer pour fabriquer les différents KPIs qu'on va afficher, et ensuite une solution d'analyse de BI qui va permettre de représenter tout ça. Donc, si je le mets si je reprends le landscape de tout à l'heure, on voit donc les 4 briques
sur lesquels on a décidé de commencer pour notre POC. Et la partie stockage, c'est une partie où elle est très structurante, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de partir sur Google Cloud Platform. On aurait pu partir sur Amazon Web Services, on aurait pu partir sur Microsoft Azure. Dans notre cas, ça a été Google Cloud Platform. Le fait de choisir un cloud provider, ça ne va pas vous empêcher de construire les autres briques. Par contre, ça vous inscrit dans un écosystème de services et d'outils qui, une fois que vous avez le stockage BigQuery, par exemple sur Google, vous allez utiliser PubSub pour faire le streaming, vous allez utiliser Dataflow pour faire certaines transformations en amont si besoin, vous allez utiliser AutoML pour faire le machine learning, etc. Toutes ces petites briques d'écosystème sont reliées à votre cloud provider. Et voilà, chez nous, c'est Google. On en reparlera tout à l'heure pour la partie de visualisation. Pour l'ingestion, vous voyez, la petite pastille, elle est orange. Dans notre cas, c'est une étape qu'on a fait pas forcément de la meilleure façon qui soit. C'est ce que Daniel présentait tout à l'heure. La raison était qu'on n'avait pas de data ingénieur et donc on a eu à implémenter cette étape-là en utilisant en fait des développeurs des équipes, donc que ce soit back-end ou DevOps, qui ont un peu recodé ou recréé l'outil d'ETL. Et ça, dans notre POC, ça fonctionnait, mais ça ne fonctionnait pas forcément de façon scalable. Donc, c'est pour cette raison qu'on est orange. La même chose pour la transformation. La transformation des données, on a utilisé une des briques de Google Cloud Platform, donc les schedule queries qui sont inclus dans BigQuery. Et on a utilisé aussi Looker. Alors, Looker, ça fait un petit pont avec la brique d'Analytics. Looker, c'est un outil qui fait deux choses à la fois, et je vais laisser Daniel présenter ça pour qu'il vous explique un peu plus. Oui, alors du coup, Looker, c'est un outil assez complet. C'est l'outil qu'on utilise pour la visualisation de nos données. C'est la partie Business Intelligence. Ça nous permet de visualiser via des graphiques les différents KPI qui sont en lien avec ce qui va être dans BigQuery. Il ne fait pas que afficher les données, il fait aussi une partie de transformation. Et c'est en ça que le Looker est un produit assez puissant parce qu'il est complet. Il fait à la fois la visualisation, à la fois la transformation. Donc, dans notre cas, il va prendre les données, les retravailler, les remettre dans BigQuery et les réafficher. Et ça, c'est intéressant. C'est quand même versionné avec Git. Donc, il y a un peu de suivi, mais on se rend compte qu'on arrive assez rapidement aux limites lorsqu'il y a plusieurs data analystes qui travaillent dessus ou qu'il y a beaucoup de transformations à faire. On n'a pas, en tout cas, chez nous, réussi à trouver le fonctionnement simple pour travailler de manière collaborative efficacement sur la partie transformation, j'entends. Sur la partie visualisation, ça nous convient très bien et c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Je rajoute un tout petit point de commentaire ici. Donc, Looker fait partie de l'écosystème Google. Ça a été racheté en 2020 par Google. Et depuis la création de l'outil Looker, ils avaient fait en sorte à peu près d'optimiser certaines fonctionnalités sur aussi bien la transformation que sur l'affichage des données, de les optimiser pour BigQuery. Donc, on a tout un système de cache, d'optimisation des requêtes, etc., qui fait que les deux outils se marient bien. Donc, c'est en partie pour cette raison qu'on est parti sur le couple Looker et Google Cloud Platform. Et du coup, je vais vous présenter maintenant, bon, vous avez eu quelques briques précédemment, mais la version V1, le POC avec FunBridge et BBO, l'objectif initial qui était rempli par ailleurs et qu'on a amélioré par la suite. Vous voyez du coup sur les lignes parallèles FunBridge en haut, BridgeBase Online en bas. Donc, il y a une partie commune, c'est la partie à droite, ce qui est finalement ce que Jean-Christophe expliquait, le lien entre Looker et BigQuery qui fonctionne très, très bien. Et c'est la partie à gauche qui diffère légèrement, en tout cas sur deux points. La partie extraction, FunBridge, comme je vous disais, envoie directement via un service de leur application les événements directement à Google PubSub. Google PubSub, du coup, via Google Dataflow, stream la donnée jusqu'à arriver dans Google BigQuery.
Et ensuite, Google BigQuery, en lien avec Looker, fait la transformation, remet dans Google BigQuery que Looker réutilise. Ça s'appelle les tables dérivées, les derived tables. Et côté Bridge-Based Online, c'était un petit peu différent. Comme je vous ai expliqué, on a écrit un ETL qu'on a nommé Eventastic, qui fait le travail d'envoyer les événements en écoutant le binlog du réplica MySQL de BBO. Et du coup, à partir de là, on arrive dans le système PubSub, Google PubSub, Dataflow. Et avec la différence, c'est que la transformation se fait ici avec les requêtes programmées, donc dans BigQuery, comme je l'expliquais. Donc là, vous avez la visualisation du proof of concept de ce qu'on a eu. Donc, comme je vous le disais, on a estimé, alors c'est scalable au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on est dans le système cloud, tous ces services, PubSub, Dataflow, BigQuery sont super. On a vraiment vu un gain avec BigQuery sur les performances lorsqu'on fait une requête sur BigQuery par rapport à peut-être un réplica qu'on peut avoir sur une machine ou une VM. On parle de plusieurs heures de gain ou plusieurs jours. Hein. Oui, comme je le disais tout à l'heure, si vous faites du big data sur une base SQL, MySQL classique, vous pouvez passer quelques heures avant d'avoir la réponse, alors que vous passerez quelques secondes, quelques minutes sur BigQuery ou des systèmes de type big data cloud. C'est vraiment impressionnant le gain qu'on peut avoir. La facturation, il faut juste faire attention parce que les requêtes qui sont très coûteuses, on paye en fait proportionnellement à ce qu'on consomme. Et du coup, par contre, c'est pas scalable au sens facilité d'onboarder un nouveau jeu dont on ne connaîtrait pas forcément la techno ou qu'on n'aurait pas accès facilement à du temps de développement de l'équipe de développement du jeu. Là, pour vous donner une idée, sur FunBridge, on est sur du Postgre, sur BB, on est sur du MySQL, sur Virtual Regatta, on est sur du MongoDB. Voilà, il faut quelque chose qui puisse, indépendamment de la source d'entrée, rapidement arriver sur la chaîne de valeur de l'équipe data pour que cette partie-là reste inchangée. Je vais même rajouter quelque chose là, ce que tu viens de dire, Daniel, avant de reprendre la main. C'est que pour ce qu'on avait dans le POC, ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'on avait comme entrée de données uniquement des données internes. Des jeux à nous sur lesquels on a pu rajouter des connecteurs, etc. Mais on n'avait pas la possibilité, dans le schéma qui était mis en place, d'importer des sources tierces. C'est-à-dire qu'on a des outils à l'extérieur, on n'avait personne pour créer un petit connecteur via une API qui allait connecter, donc très compliqué. Toute cette situation-là, en fait, elle a été en partie débloquée quand on a eu Clovis, notre data ingénieur, qui a rejoint l'équipe. Donc, grâce à Clovis, on a eu la possibilité d'investiguer la brique d'ingestion de la donnée et de faire le choix, entre différents ETL disponibles, de faire le choix d'une des solutions. Donc, dans notre cas, on est parti sur Airbyte, qui est une solution open source et qu'on a décidé d'auto-héberger. Donc, on la maintient nous-mêmes, mais on aurait pu faire le choix de partir sur la solution hébergée en ligne ou sur une solution concurrente. Par exemple, très régulièrement, vous pouvez entendre parler de Fivetran ou de Stitch, qui sont des solutions commerciales. Et pour peut-être vous préciser un petit peu pourquoi on n'est pas parti là-dessus, sur la brique d'ETL, on a des volumes très importants de lignes en base de données sur certains de nos jeux. Par exemple, le nombre de parties sur BBO ou sur Virtual Regatta, quand une grande course est lancée, on a des millions et des millions de lignes par jour. Et ces solutions-là, Fivetran ou Stitch, vont facturer au nombre de lignes manipulées. Et les coûts, en comparant le fait d'avoir une solution commerciale ou un ETL open source qu'on maintenait nous-mêmes, nous a fait pencher plutôt pour Airbyte. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a aussi en même temps corrigé la partie processing. Donc, en bas, on était en vert et on a changé la partie transformation, je vous le montre après. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi rajouté une brique qui n'était pas présente avant, la brique d'orchestration. Donc, je vais vous montrer tout ça un peu plus en détail sur cette slide ici. Donc, ce que vous voyez sur la fin, c'est que ça n'a pas bougé. On garde Looker sur la dernière brique pour analyser et afficher les données.
L'étape d'avant, c'est le stockage des KPI sous BigQuery. Ça, c'est pareil, on n'a pas changé. Par contre, on a modifié l'ensemble du pipeline en amont de cette étape-là. Donc, vous voyez Airbyte sur la gauche. Airbyte envoie de la donnée brute sur un dataset BigQuery qui stocke juste la donnée brute. Et ensuite, on utilise dbt, l'outil de transformation, pour modifier cette source brute en KPI business. Vous voyez sur la gauche que ça nous permet à présent de nous connecter à nos différentes sources internes, donc là, quelle que soit la techno, MySQL, Postgre, Mongo, etc., mais aussi de nous connecter à des sources externes. Donc là, on va avoir par exemple les stores mobiles avec l'App Store, on va avoir des outils marketing ou compta, etc. Et au travers d'Airbyte, on peut se connecter sur ces sources externes via des API ou via des fichiers CSV, par exemple, qui peuvent être stockés sur des serveurs FTP. On arrive à être très flexible au niveau des sources de données qu'on peut ingérer. Je rajoute un très petit détail sur la brique d'orchestration en bas à droite. Alors, le logo, là, représente l'outil Prefect. Donc, pour le coup, c'est un outil commercial. Vous avez des alternatives open source comme Daxter ou Airflow, par exemple. Et la raison pour laquelle on a choisi d'ajouter l'orchestration lors de la V2, c'est parce qu'on s'est rendu compte dans le POC que notre système était, comme il est constitué de plusieurs étapes, et que chaque étape est déclenchée à un moment donné de la journée par un cron ou quelque chose comme ça, on arrivait à avoir des très gros décalages entre le moment où la donnée brute arrivait dans BigQuery et le moment où le KPI final était visible dans Looker. On avait des décalages de plus de 24 heures, ce qui fait que quand on doit afficher des dashboards à la direction, par exemple, c'est assez délicat quand on veut avoir les revenus de la veille, par exemple. Donc l'ajout d'une brique d'orchestration nous permet de séquencer chaque étape automatiquement. Dès que l'étape 1 a fini, on déclenche l'étape 2, et ensuite l'étape 3, etc., etc. Et ça nous permet aussi de détecter les bugs, ou enfin, disons les erreurs dans le pipeline de données. On est automatiquement alerté, alors que dans le POC précédemment, on attendait 24 heures, on voyait que le tableau ne se rafraîchissait pas, et on allait creuser les données pour voir ce qui avait pu se passer. Voilà, j'avance un tout petit peu avec un focus sur notre organisation sur BigQuery. Sur le POC, on avait un seul projet sur lequel on avait plusieurs datasets, des datasets de prod, des datasets de dev, à l'intérieur plusieurs tables. Et au bout de quelques mois, rapidement, on a senti la limite d'avoir un seul projet unique parce qu'on avait des datasets qui étaient périmés, qui étaient de tests, qui étaient… Bref, à la fin, on avait beaucoup de complexité à retrouver la bonne adresse du dataset à utiliser. Donc, on a fait le choix de réfléchir un petit peu à cette infrastructure et de splitter ça en plusieurs projets. Donc, un projet sur Google Cloud Platform, ça va permettre de séparer la facturation, d'inclure différents services, BigQuery, Dataflow, PubSub, etc., et de gérer les permissions et les droits d'accès. Donc, avec ces trois choses-là, on a segmenter vraiment notre pipeline. Donc, vous voyez, par exemple, sur la gauche, notre premier projet, c'est le projet qui sert à récupérer l'information brute. C'est un projet qui héberge Airbyte, donc il fait tourner une machine Kubernetes, et il a aussi le projet BigQuery, ou le service BigQuery, avec les datasets de données brutes. Et à cet endroit-là, le seul utilisateur qui peut écrire dessus, c'est Airbyte. Sur la droite, vous voyez qu'on a deux lignes parallèles. En haut, c'est le symétrique de la ligne du bas. Le haut, c'est la ligne de dev. Et le bas, c'est la ligne de prod. Donc, je vais juste parler de la ligne de prod. Donc, on a deux étapes successives qui sont travaillées par dbt. Donc, la première étape, celle du centre, là, sur le graphique, c'est l'étape de staging qui nous permet, depuis dbt, de tirer la donnée brute, de la nettoyer. Donc, on enlève les doublons, on renomme les champs, on filtre certaines valeurs dont on n'a pas besoin, on peut changer les types, etc. Et on a, dans ce dataset du centre, de la donnée assez propre et utilisable. Et dans le dataset qui se trouve sur la droite, enfin dans le projet qui se trouve sur la droite, on a
l'environnement vraiment de prod avec les KPI finales. Donc, ces 2 étapes-là, elles sont accessibles en écriture par DBT uniquement et en lecture au centre par personne. Et sur la droite, il y a uniquement Looker qui a l'accès en lecture sur l'environnement de KPI final. Donc, je reviens sur les intérêts. Ça permet donc, comme je le disais, de gérer les permissions et aussi de suivre, puisque chaque projet peut avoir une facturation spécifique, de suivre l'évolution des coûts de chaque étape. Donc, on peut, si on voit que les coûts commencent à décoller un petit peu, se pencher sur la segmentation et aller contrôler, voir quelle étape coûte le plus et aller passer une phase d'optimisation dessus. Oui, donc un petit focus sur DBT qu'on a mentionné auparavant sur la phase transformation. Je voulais apporter un petit point de vue développeur parce que je trouve cet outil très similaire en fait à des outils qui existent depuis un petit moment dans le monde du développement. Il y a un peu un shift qui est fait, je trouve, où les data analysts vont manipuler la donnée comme si c'était du code, c'est-à-dire que les modèles vont être découpés en plusieurs fichiers. Et ça va permettre une maintenabilité de l'application, en tout cas des données, des requêtes SQL bien rangées dans des fichiers séparés avec des dépendances. D'ailleurs, DBT permet, c'est le carré, le rectangle que vous voyez en bleu, fond bleu, permet une visualisation des dépendances et on peut retracer comme ça l'origine et les étapes successives qui amènent à un modèle donné. Et ça, c'est fort parce que c'est d'une part bien pour les data analysts qui travaillent sur le projet, mais aussi pour l'onboarding de nouveaux data analysts, de nouvelles personnes dans l'équipe qui peuvent rapidement être efficaces et comprendre ce que le modèle fait et comment il a été construit. Le produit permet aussi de facilement faire tourner des jeux de test à une documentation qui est un peu automatisée. Et ce que j'ai pas dit, oui, c'est qu'il est versionné. Donc, on met en place les bonnes pratiques de développement également dans l'équipe de data analyst, c'est-à-dire que chacun travaille sur une branche Git comme le ferait un développeur et il y a du code review par les autres data analysts qui peut être fait. Ça permet à tout le monde de monter en compétences et d'avoir une homogénéité dans les façons de faire et dans le code qui est produit. Voilà, c'est des choses qui existent depuis un petit moment dans le monde du développement, mais je trouve que c'est assez neuf dans le monde de la data science. Donc, je confirme ce que tu dis et je vais rajouter d'ailleurs que DBT, c'est un outil dont on est vraiment très, très, très content de l'avoir découvert et implémenté sur notre V2, justement, que probablement on ne reviendra pas en arrière avant un long moment, avant qu'il y ait de nouveaux outils qui fassent beaucoup d'autres choses. Et DBT est un outil très populaire en ce moment dans l'écosystème data. Donc, si actuellement vous êtes en train de penser à construire une data stack ou si vous cherchez un petit peu à la faire évoluer, si vous ne connaissiez pas DBT, penchez-vous un peu dessus. Alors, il y a des alternatives, bien entendu, mais c'est un outil à la mode en ce moment et pour de bonnes raisons. En tout cas, nous, on est convaincus et de très gros fans. Voilà. Du coup, on va résumer ou vous reprendre un peu de recul sur ce qu'on vient de vous présenter. L'idée, c'est surtout, ça a été surtout dans la présentation de vous expliquer qu'on a fonctionné par étapes. Et à partir de notre V2, où on s'est senti vraiment stable et un peu sûr de nous, la suite, ça a été de dérouler des nouvelles itérations. Et chacune de ces nouvelles itérations a été la conséquence d'un besoin exprimé soit en interne par l'équipe data, soit en externe par les parties prenantes, l'équipe marketing ou l'équipe produit. Je vous donne un exemple concret. Sur la première itération qu'on voit en haut à gauche, on a eu l'équipe marketing qui voulait enrichir son CRM. Donc, pour enrichir un CRM qui vit, lui, en dehors de la stack Google Cloud Platform, il faut lui envoyer de la donnée. Donc, ça passe par ce qu'on appelle un reverse ETL. Donc, ça, c'est la brique de transfert externe qu'on a rajouté. La seconde brique, ça a été plutôt de qualité. Donc, comme les données ont commencé à les sources de données, pardon,
ont commencé à s'accumuler. À un moment donné, il faut avoir une vision très large sur les différentes sources pour savoir celles qui sont à jour, pas à jour, quelles sont les modalités de chacune de ces sources. Et c'est la partie data cataloging qu'on a dû implémenter. L'étape d'après, c'est la partie prédiction, machine learning, intelligence artificielle. On n'est pas encore dessus. On commence à identifier un peu les outils qu'on va probablement brancher dessus, mais on n'en est pas encore là pour notre cas à nous. Avant de vous laisser sur la slide de conclusion, un très rapide commentaire sur la structure, sur l'organisation d'une équipe data. Chaque entreprise peut être différente, bien entendu, mais on a rencontré, à mesure qu'on avançait, nous, dans notre implémentation et qu'on discutait avec d'autres équipes de data à l'international, on a régulièrement rencontré ce type d'organisation avec les rôles que je vous présente à l'écran, avec, en entrée du pipeline, un data ingénieur qui va faire toute la connexion des sources de l'ETL, suivi, monitoring. Ensuite, un analytics engineer qui est la personne en charge de prendre la donnée brute et fabriquer les KPIs. C'est un rôle qui est assez récent, assez nouveau. Si le nom Analytics Engineer ne vous parle pas, c'est normal. Vous verrez Google Trends, par exemple, ça a décollé depuis 2-3 ans. Et c'est un job à la frontière entre le data analyst et le développeur, comme Daniel le disait tout à l'heure. Après l'Analytics Engineer, on a les data analysts, qui sont les personnes qui prennent les KPIs finalisés et qui en font du sens, qui en racontent des histoires, donc avec des dashboards, en répondant aux questions des parties prenantes, en faisant du reporting. Et quand certaines des questions ou certains projets nécessitent beaucoup plus de travail que juste sélectionner quelle dimension, quelle métrique, alors on fait appel à des data scientists qui, eux, vont se plonger avec des scripts et créer des algorithmes ou implémenter du machine learning. Ils vont se plonger pour faire des prédictions ou des simulations sur vos données. Voilà. Je redonne la main à Daniel pour la dernière slide. Merci Jean-Christophe. Oui, du coup, on est revenu au début avec cette première slide qui représente notre data stack actuel. Maintenant, normalement, ça devrait vous parler un peu plus, en tout cas, je l'espère, si vous avez bien suivi ce qu'on a dit. Très rapidement, je vous le résume. Sur la partie gauche, vous avez les sources de données en extract. On est en extract, load, transform. Alors, donc, on extrait via Airbyte qui vient se plugger. On arrive à déposer ces données dans Google BigQuery. Ensuite, on arrive sur la phase de transformation, comme on l'a évoqué avec DBT, pour enfin arriver sur la phase de visualisation avec Looker. Ce qu'on a évoqué également, c'était avec Prefect l'orchestration de séquençage des différents jobs de ce pipeline. Tout ça, en tout cas, toute la partie finalement se passe dans l'écosystème de Google Cloud Platform. Et au-dessus, avec un peu de monitoring qu'on n'a pas vraiment évoqué, mais qui permet, avec Grafana notamment, d'avoir du monitoring sur tout ce pipeline et un versionning, comme je le disais, des différents modèles via Git, en l'occurrence GitHub chez nous. Voilà, j'espère que ça vous paraît plus clair maintenant. En tout cas, merci d'avoir écouté et j'espère que vous avez une meilleure idée de la data stack qu'on a implémentée chez 52 Entertainment. La question, c'est quel est l'ordre de grandeur du coût de la data stack et la taille de l'équipe? Oui, alors je vais commencer par la taille de l'équipe parce que c'est la plus simple à répondre, à traiter. On a en interne un data ingénieur. Et alors, c'est très spécifique à 52, je pense, parce qu'on a des jeux très différents, on a besoin de se plonger dans chacun des jeux. Donc, on a 4 data analystes. Par rapport au schéma que qu'on a montré tout à l'heure, je vais le rafficher, comme ça, vous l'aurez sous les yeux. Par rapport à ce que j'ai montré là, que je montre à l'écran, il nous manque en fait un profil Analytics Engineer. Et c'est probablement le prochain recrutement qu'on va faire, pour soulager les data analysts qui actuellement en fait ont 2 rôles qui n'est pas forcément toujours le même, dans la même, qui ne demandent pas les mêmes compétences. Donc 4 data analysts actuellement et un data ingénieur. Et au niveau du coût, là c'est peut-être Daniel qui pourra répondre, mais c'est assez difficile puisque chaque
avec le cloud, chaque brique en fait, dépend de l'usage et dépend du volume de données qu'on envoie. Donc, on va avoir certains outils qui sont facturés sur le volume de données qui est traité. Donc, ça, c'est BigQuery. Certains qui sont facturés au nombre d'utilisateurs qui viennent, qui doivent contribuer. Donc, DBT, par exemple, on paye la licence au siège. Looker, c'est la même chose. Et ensuite, on a des outils qui sont installés comme Airbyte en interne. Et là, on paye plutôt la partie CPU. Mais à nouveau, c'est du cloud. Donc, en fonction du nombre de machines et de la taille, ça peut changer. Ouais, c'est difficile de répondre exactement à cette question avec un chiffre exact. Mais essentiellement, comment je vois la chose, par exemple, la mise en place de Airbyte via un cluster Kubernetes sur Google Cloud Platform directement, on a utilisé une version open source, mais on a pu le faire parce qu'on avait un data engineer. Donc, quelque part, on paye le coût du salaire du data engineer. Donc, tout ça mis dans la balance, voilà, ça fait que là, tout de suite, c'est difficile de répondre à cette question. Non, alors, la question de est-il prévu d'harmoniser les bases de données? Alors non, parce que en fait, ce sont des jeux vraiment différents. Donc, que ce soit même sur le jeu de bridge, que ce soit du Bridge Based Online ou FunBridge, ce sont des applications de jeux différentes avec des équipes différentes dans des business units différentes. Donc, chez 52 Entertainment, Jean-Christophe et moi, nous, on travaille un peu sur les projets transverses parce que du coup, la data, là, nous, on intervient de manière transverse sur tous les jeux, mais les équipes, elles, sont dédiées à leurs jeux et n'ont pas forcément de raison de mutualiser les mêmes technos de base de données parce que leurs besoins sont spécifiques à leur jeu. Et donc, un MongoDB va être la bonne solution pour Virtual Regatta, mais ne le serait pas, par exemple, pour BBO. Et du coup, nous, on doit vivre avec ça et s'adapter. Donc, c'est une contrainte assez lourde, effectivement. Donc, la raison à la source, c'est qu'en fait, la croissance de 52 Entertainment est faite en interne, parce que les jeux ont de plus en plus de joueurs, mais aussi en externe, parce qu'on rachète des sociétés, et ces sociétés, elles arrivent avec leur passif, et du coup, on va se brancher sur leur techno, on ne peut pas leur demander de changer, ou alors c'est très compliqué, et l'intérêt, il ne peut pas se justifier. Mais ça rajoute effectivement une grosse contrainte, et c'est pour ça qu'on a été très content de trouver Airbyte qui est assez souple là-dessus, et sur lequel, quand le connecteur n'existe pas, on peut coder soi-même son propre connecteur pour rajouter une source qui n'existerait pas auparavant. Alors, il y a la question de Kamel, est-ce qu'on a dû programmer, mis à part en SQL? Si oui, en quel langage? Alors, un petit peu, oui. Alors, après, plus avec Clovis, notre data engineer, qui lui alors, pour moi, le profil de data engineer, ça va être très proche d'un profil DevOps. Donc, il y a du développement, notamment sur la partie data flow. On a un tout petit peu de transformation qui est faite. C'est du Python. Clovis, ou même sur Airbyte, là, je parlais par exemple des sources qui n'existent pas et qu'il faut coder dans Airbyte. Alors, je pense que Clovis est là, il répondra dans le chat. Je vais peut-être dire une bêtise, je pense que c'est du Python. Je ne suis pas certain à 100%, mais je pense que c'est du Python. Mais en l'occurrence, voilà, le système supporterait d'autres langages de programmation. Là, c'est plus une question de préférence développeur. Globalement, dans le monde de la data, plutôt après la partie engineering, sur la partie aussi bien transformation des données que l'exploitation et le data science, on va en général plutôt avoir du Python qui est utilisé, parfois du R, mais dans notre stack, on va plutôt être sur du Python en termes de compétences internes. Voilà. Une question peut-être plutôt pour toi, Jean-Christophe. Qu'est-ce que vous pensez des solutions all-in-one comme Wi-Fi2 ou Weld? Alors, là-dessus, l'avis que j'ai, c'est que ça va dépendre de la taille de la société, de l'entreprise, et de la maturité dans laquelle on peut se trouver. Dans notre cas, l'objectif, c'était de constituer une équipe data, vraiment un pôle de compétences en interne. Donc, l'idée, c'était de partir vraiment sur des solutions sur lesquelles on pouvait aller
customiser chaque partie, et puis aussi imaginer qu'on allait grandir, et donc en un clic de bouton, passer sur une techno qui était scalable en temps d'exécution et en taille de stockage, et aussi des technos qui permettaient de recruter des profils. Parce que si on part sur des technos un peu trop propriétaires, un peu trop custom, c'est bien quand on est petit et qu'on a une personne qui fait tout ça, mais dès qu'on veut recruter quelqu'un, en général, il faut s'appuyer sur les compétences du marché. Donc, dans notre cas, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je poussais DBT tout à l'heure, c'est que l'outil est vraiment en train de faire un raz-de-marée dans ce milieu-là. Donc, on s'est dit, pour recruter, ça sera très bien qu'on ait ça, parce que les gens connaîtront déjà l'outil quand ils arriveront chez nous. Voilà. Alors, question, quel a été l'apport de la mise en œuvre de ce projet pour le joueur? Alors, est-ce que tu veux y répondre, Jean-Christophe? Bon, vas-y, je te laisse commencer. Oui, alors dans l'usage actuellement, je pense qu'on est à peine en train de commencer à avoir des applications réelles pour l'utilisateur. J'ai parlé un peu plus tôt de l'équipe marketing qui demandait l'enrichissement du CRM. Donc en fait, grâce à ça, maintenant, on a une boucle fermée entre la data, l'analyse et l'utilisation pour les joueurs dans le CRM. Parce que dans le CRM, ça va permettre d'envoyer des communications plus spécialisées, de faire des offres ou des bonus pour des joueurs en fonction de leur segmentation. Donc c'est plutôt à ce niveau-là qu'on va ressentir les choses. Il y a une autre application peut-être qui n'est pas forcément ressentie par le joueur, mais c'est en lien avec le joueur, c'est toujours dans le marketing, c'est pour améliorer notre volume d'acquisition de joueurs. Donc nous, on passe par différents leviers. Un de ces leviers, c'est l'acquisition payante, par exemple. Donc on paye des pubs sur Facebook Ads ou Google Ads. Et jusqu'à présent, le seul reporting qu'on avait pour connaître le ROI de ces campagnes, c'était les plateformes, Facebook ou Google. Et avec la RGPD et toutes ces limites un petit peu de confidentialité, les plateformes tierces sont limitées à un intervalle assez court, alors 6 mois sur certaines et beaucoup plus sur d'autres, et au-delà de ce temps-là, on ne peut pas calculer le ROI. Or, le ROI d'une campagne de publicité, chez nous, il vient en général au-delà de 6 mois. Peut-être qu'au bout d'un an, on a remboursé le joueur, et ensuite, tout le reste de la vie du joueur, c'est du bénéfice pour nous. Et donc, grâce à la mise en place de cette data stack, on a enfin, nous, en interne, l'historique de la vie d'un joueur. On peut l'enregistrer sur des durées beaucoup plus longues, et ça nous permet aussi de projeter dans le temps pour savoir si demain, vous téléchargez Virtual Regatta, on arrive à détecter votre comportement et savoir que vous serez un joueur fidèle sur le jeu. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas, il y a du chat aussi. Bon, merci en tout cas pour ces questions. N'hésitez pas offline si vous voulez également nous envoyer des messages par LinkedIn. Il n'y a pas de souci, on répondra avec plaisir. Oui, on n'a pas mis nos noms sur notre lien LinkedIn. C'est vrai. La première. Non, on ne l'a pas mis, mais bon, je pense qu'en tapant nos noms et 52 Entertainment, vous devrez nous retrouver assez facilement. Et vous avez Daveo aussi, bien entendu, qui pourra répondre à de nombreuses questions que vous pourriez avoir sur le cloud. Donc, merci à vous aussi pour l'invitation.